techniques sur le lien de connexion. Donc, ce qu'on va faire, on va animer le webinaire et puis on vous renverra le lien à tous les participants qui n'ont pas pu se connecter, mais aux autres aussi d'ailleurs. Donc, bonjour à toutes et tous, bienvenue à ce webinaire d'octobre sur l'actualité du secteur économie sociale et solidaire. Avec moi pour animer aujourd'hui, nous avons Nicolas Nadeau, qui est senior manager chez KPMG Avocat et qui va nous présenter l'action de groupe en matière sociale. Alexandre de Froissart, qui est senior manager dans l'équipe audit de Paris et qui nous présentera le rapport sur la Cour des comptes, de la Cour des comptes sur le soutien, sur les soutiens publics à l'économie sociale et solidaire, un rapport qui est sorti en septembre 25. Rémi Djebara, qui est manager chez KPMG Avocat, nous présentera les points liés à notre secteur économique, social et solidaire sur la loi de finances pour 2026. Et enfin, Kevin Bondurant nous fera un petit point sur la taxe foncière, la taxe d'habitation. Nicolas, sans plus attendre, c'est à toi sur l'action de groupe en matière sociale. Parfait. Merci Thierry. Donc, on va passer au slide suivant. Donc, concernant l'actualité sociale, donc aujourd'hui, on va aborder en premier lieu donc l'action de groupe. On verra ensuite deux points plus rapidement sur le renforcement des droits des travailleurs, des travailleurs handicapés, pardon, en ESAT et un point sur les allègements généraux de cotisations patronales. Donc, l'action de groupe pour commencer. Donc, l'action de groupe, en fait, elle se définit comme une action en justice qui est exercée par une association ou un syndicat, donc pour le compte d'un ensemble de personnes victimes de dommages de même nature causés par un même auteur en raison d'un manquement de ce dernier donc à ses obligations légales ou contractuelles. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur le volet social de cette action de groupe, qui était une disposition en fait qui avait été introduite en 2016 et qui avait en fait rencontré un très faible succès et donc qui a été réécrite donc en 2025 sous l'effet de la transposition d'une directive européenne. Donc aujourd'hui, en fait, le champ de l'action de groupe en matière sociale a été considérablement élargie sous l'effet de cette loi. Et donc, ce type d'action peut être exercé pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire, résultant d'un même manquement ou d'un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles, donc commis par une personne agissant dans l'exercice ou à l'occasion de son activité professionnelle, et donc sans restriction en matière de droit du travail. Donc, ce champ en fait très large il couvre l'ensemble de la matière sociale. Et donc, les personnes habilitées aujourd'hui à agir pour engager une action de groupe, puisqu'on est sur le volet social, donc les organisations représentatives les organisations syndicales représentatives de salariés, mais aussi des associations qui seraient agréées à cette fin, ou pour les actions qui tendent à la cessation d'un manquement, donc les associations à but non lucratif régulièrement déclarées et dont l'objet statutaire comporte la défense d'intérêts auxquels il aurait été porté atteinte, et également le ministère public. Donc voilà les domaines et les personnes qui peuvent agir. Donc sur le slide suivant, on va voir un petit peu le démarrage de la procédure, les étapes et les conditions pour exercer cette action de groupe. Donc la première étape, en fait, ça consiste, pardon, pour le demandeur à demander au défendeur, à l'employeur, de faire cesser le manquement allégué par tout moyen conférant une date certaine, donc par le biais d'une mise en demeure. Et donc l'employeur a alors un mois pour informer le CSE et les organisations syndicales représentatives de cette mise en demeure. Et donc, à la demande du CSE ou des organisations syndicales représentatives, l'employeur engage une discussion sur les mesures permettant de faire cesser la situation qui est relative au manquement allégué par cette mise en demeure. Et donc, c'est qu'à l'issue d'un délai de 6 mois à compter de cette demande que l'action de groupe pourra être engagée. Donc, préalablement à l'engagement de l'action de groupe, il y a cette mise en demeure préalable telle qu'elle est, avec les délais tels qu'ils sont présentés sur ce slide. Et donc, les objectifs
de l'action de groupe qu'on va voir sur le slide suivant. Donc les objectifs, ils sont de deux natures. Soit faire cesser donc le manquement, et donc dans ce cas-là, en cas d'action qui tende à faire cesser un manquement, l'action ne suppose pas d'établir un préjudice pour les membres du groupe, ni l'intention ou la négligence de l'employeur. Ou autrement, effectivement, l'action de groupe peut tendre à réparer donc des préjudices subis. Et dans ce cas-là, le demandeur doit présenter des cas individuels au soutien donc, de ses prétentions. Et donc, si l'employeur est ensuite déclaré donc, responsable, il indemnise individuellement donc, les personnes répondant aux critères de rattachement au groupe et ayant adhéré, ou l'employeur, lorsque des éléments produits et que la nature des préjudices le permettent, donc le juge peut décider donc, la mise en œuvre d'une réparation collective des préjudices qui sera négociée donc, entre le demandeur et le défendeur. Ce qu'il faut noter aussi concernant donc, l'action de groupe, un point important, c'est celui de la suspension des prescriptions individuelles. Lorsqu'il y a une action de groupe qui est engagée, ça suspend en fait la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements donc, constatés par le juge et ou des faits retenus donc, dans l'accord qui aboutira donc, à cette action de groupe. Donc voilà, ce point est important là, sur les prescriptions individuelles. Donc voilà une vision assez générale de l'action de groupe, mais retenez voilà, qu'en tout cas, il y a ce nouveau dispositif et qui est beaucoup plus large que ce qui existait auparavant. Donc c'est quelque chose qu'on retrouvera peut-être plus fréquemment que ce qui pouvait exister dans le dispositif tel qu'il existait avant 2025. Deux autres points sur l'actualité sociale concernant donc, le renforcement donc, des droits des travailleurs handicapés en ESAT, puisqu'on a eu deux décrets, un arrêté qui ont été publiés à la fin du mois d'août au journal officiel et qui sont venus donc, attribuer aux travailleurs handicapés en ESAT des droits qui se rapprochent de ceux des salariés donc, dans certains domaines, notamment en premier lieu au niveau donc, du contrat d'accompagnement par le travail, une réécriture donc, de la durée initiale donc, qui est dorénavant fixée à 1 an et qui peut être tacitement reconduite tous les ans. Et la période d'essai est désormais plafonnée donc, à 3 mois et renouvelable une fois au lieu de 6 mois précédemment. Il y a un modèle qui a été annexé à l'un des deux décrets donc, du 27 août dernier. On a également une réécriture des règles concernant l'acquisition des congés avec certains temps qui sont dorénavant assimilés à des temps d'accueil. Ça ressemble à ce qu'on peut retrouver pour les salariés, avec également des règles particulières lorsqu'on a des conjoints ou des partenaires liés par un pacte qui travaillent simultanément dans le même ESAT, et des règles également sur les congés de paternité et d'accueil qui ont été réécrites pour ressembler on va dire, au régime général de droit commun. On a également sur le slide suivant hop, des règles dans ces décrets concernant la couverture complémentaire santé, puisque dorénavant, donc pour les travailleurs en ESAT, ils doivent bénéficier d'une complémentaire santé dans le remboursement, mais pour les remboursements qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Et donc, cette couverture, elle est prise en charge à moitié par le travailleur et à moitié donc, par l'ESAT. Et donc, il y a certaines dispenses qui sont prévues dans le dispositif, comme ce qu'on retrouve dans le régime général. Et l'État rembourse à l'ESAT 50% de sa contribution, donc à condition de fournir certains documents à l'agence de services et de paiement. Également, les ESAT peuvent affecter une partie de leur excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés. Et là aussi, le plafond il est passé de 10% à 50% de la rémunération garantie par les ESAT, étant entendu que la prime d'intéressement ne rentre pas dans le calcul du minimum de ressources pour les travailleurs. Et enfin, ces décrets sont venus préciser et finaliser en fait la réforme concernant la composition et le fonctionnement de l'instance mixte usager-salarié. Donc, pour rappel, donc les ESAT sont censés comporter depuis 2022 donc une instance composée
en nombre égal donc de représentants des personnes handicapées accueillies et des représentants des salariés de l'ESAT. Cet organe, donc, il a pour objectif d'émettre des avis et de formuler des propositions donc, sur la qualité de vie au travail, l'hygiène et la sécurité, et sur l'évaluation et la prévention donc, des risques professionnels. Et donc là, le décret est venu parachever la création et la composition de cette instance. Et pour finir, donc, concernant le volet social, un point sur les allègements généraux de cotisation patronale, puisqu'on avait la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 qui avait prévu plusieurs mesures donc, relatives aux allègements généraux de cotisation patronale avec une refonte en deux temps. Donc un premier temps en 2025 avec une réécriture des dispositifs concernant donc, les taux appliqués aux cotisations patronales d'assurance maladie, également aux cotisations patronales d'allocation familiale, et puis une réécriture, la réduction générale de cotisations patronales. Et là, à partir de 2026, il y aura une nouvelle forme, nouvelle formule de la réduction générale de cotisations patronales qui est reconfigurée en fait par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, avec une formule en fait qui deviendra nulle au niveau de 3 SMIC, étant entendu que les dispositifs de réduction de taux de cotisation d'assurance maladie, d'allocation familiale seraient supprimés. Et donc là, il y a un décret qui est paru au mois de septembre dernier sur le volet 2026, donc pour une application donc, au 1er janvier 2026, sauf modification non connue à ce jour qui pourrait intervenir dans le cadre du débat parlementaire en cours dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Donc voilà, ce point est vraiment à suivre pour savoir qu'est-ce qui ressortirait éventuellement des débats parlementaires en cours. Autrement, si rien ne ressort des débats parlementaires, effectivement, le dispositif issu du décret de septembre dernier est prêt pour s'appliquer à partir du 1er janvier 2026. Voilà concernant les allègements généraux de cotisation patronale, et je vais laisser la parole à Alexandre. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter le rapport de la Cour des comptes donc, qui a été publié en septembre 2025. Donc, ce rapport, en fait, il dresse un panorama des soutiens publics à l'économie sociale et solidaire et sur une période analysée de 2018 à 2024. Et il prend en compte vraiment l'ensemble des typologies de soutien public, comme on va le voir. Alors, ce rapport, il répond à une demande citoyenne et il s'inscrit notamment dans la préparation de la stratégie nationale ESS, donc qui est à horizon 2035, et qui est une stratégie qui est attendue par la Commission européenne. Et donc, l'objectif de ce rapport publié par la Cour des comptes, c'est d'apporter de la transparence, d'évaluer l'efficacité des dispositifs qui sont en place, et puis d'accompagner les acteurs dans la structuration de leur politique et de leur financement. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, le rapport dresse un état des lieux en fait, de l'économie sociale et solidaire qu'elle considère aujourd'hui comme un acteur majeur qui est au cœur de l'économie française, mais qui est sous-estimé. Donc, l'ESS, c'est un ensemble d'acteurs qui est extrêmement divers, qui va des associations aux coopératives en passant par les mutuelles ou les fondations. Aujourd'hui, le secteur représente 14% des emplois privés en France, donc un peu plus de 2,7 millions de salariés, qui sont répartis dans près de 153 000 structures, notamment des entreprises solidaires, mais également plus de 200 000 établissements employeurs. Et puis, bien évidemment, au-delà des chiffres, l'ESS se distingue par des valeurs, des principes fondateurs, la solidarité, la coopération, une gouvernance démocratique, et puis la primauté de l'humain sur le profit. Elle joue vraiment un rôle clé dans le soutien, notamment aux personnes fragiles, la lutte contre l'exclusion et le développement du lien social sur l'ensemble du territoire français. Alors la loi Hamon en 2014, elle avait permis d'intégrer notamment les sociétés commerciales à utilité sociale pour élargir un petit peu plus le périmètre de l'ESS. Donc entre 2018 et 2024, les soutiens publics à l'ESS ont vraiment connu une forte progression. 16 milliards d'euros en provenance de l'État en 2024, près de 7 milliards des collectivités territoriales en 2023.
avec une particularité tout de même, c'est que la majorité des financements publics bénéficient aux associations employeuses, principalement dans l'hébergement d'urgence, dans l'enseignement et dans l'accompagnement social, avec des sources assez variées, parce que c'est l'État, les collectivités, l'Union européenne, des opérateurs publics ou encore certaines branches de la sécurité sociale. Mais le rapport pointe du doigt le fait que ces soutiens ils restent assez dispersés et surtout ils ne s'inscrivent pas dans une stratégie globale. On a un pilotage politique qui est instable et une coordination entre les différents acteurs publics qui est très très insuffisante, ce qui limite mécaniquement l'efficacité des dispositifs et surtout la visibilité du secteur au sein de l'économie. Alors, on peut passer à la page suivante. Donc, le rapport pointe un certain nombre d'enjeux et de limites du financement avec des défis qui sont à relever pour le secteur pour pouvoir changer d'échelle. Donc, on l'a dit, un pilotage politique instable avec surtout des changements fréquents de ministères de tutelle et une coordination qui est insuffisante entre l'État et les collectivités. L'évaluation également de l'impact social et économique, il est complexe. Il n'a pas réussi vraiment, même s'il est, il est né depuis quelques temps, mais il n'a pas réussi à émerger dans le secteur, notamment en raison d'absence d'indicateurs partagés entre les différents pans de l'ESS, et puis un suivi statistique qui est assez irrégulier. On a également un accès au financement privé qui est assez limité, avec des dispositifs spécifiques qui ont été abandonnés. Le dispositif de l'épargne solidaire qui aujourd'hui reste assez marginal et les petites associations ou les projets risqués sont souvent exclus de ce type de financement. Et puis, enfin, une charge administrative assez lourde pour les acteurs de l'ESS qui doivent multiplier les dossiers, les justificatifs à fournir sans aujourd'hui mutualisation des démarches. Donc il va vraiment être essentiel à l'avenir pour pouvoir franchir un cap, de lever ces obstacles et simplifier l'accès au financement. Voilà, donc la Cour des comptes émet un certain nombre de recommandations dans son rapport. 10 recommandations qui sont structurées autour de 4 grandes thématiques. Tout d'abord, la première thématique qui est liée à la valorisation du poids économique et social de l'ESS. L'objectif est de pouvoir promouvoir les spécificités du secteur très rapidement. Alors, c'était préconisé dès la stratégie nationale en 2025, ça sera certainement plus tardif, mais voilà, c'est vraiment ce qui est préconisé dans le rapport, et puis surtout la mise en avant d'un guide des bonnes pratiques et des indicateurs d'impact pour pouvoir comparer les structures les unes aux autres. Le deuxième pan concerne la stabilisation du pilotage et surtout renforcer la coordination dans les financements, dans la politique de soutien, et donc améliorer la coordination entre l'État et les collectivités territoriales. Troisième élément, donc améliorer l'organisation des services de l'État, et notamment outiller les greffes des tribunaux de commerce pour mieux contrôler l'appartenance à l'ESS, quelle structure appartient ou non à l'ESS, et puis bien évidemment interconnecter les portails de demande de financement pour mutualiser les pièces justificatives et alléger la charge administrative pour les organisations. Voilà, donc cette stratégie nationale qui est attendue fin 2025, elle devra être co-construite avec l'ensemble des parties prenantes, notamment pour garantir l'efficacité et la pérennité des financements au sein du secteur. Voilà, donc on vous adressera le lien des rapports, du rapport complet, et puis également de la synthèse de ce rapport. Voilà, on va maintenant passer à la partie droit fiscal. Bonjour à tous. On va parler projet de loi de finances pour 2026. Alors, le 14 octobre dernier, le gouvernement de Sébastien Lecornu, le gouvernement BIS, a officiellement déposé le projet de loi de finances pour 2026 et un premier décryptage des mesures font apparaître certaines mesures encourageantes, du moins une, et puis d'autres qui sont un peu plus inquiétantes. Au titre des mesures encourageantes, le dispositif Coluche est upgradé de 1 000 à 2 000 euros. Pour rappel, le dispositif Coluche
s'inscrit dans le cadre de la fourniture de repas gratuits à des personnes en difficulté de dons à des organismes sans but lucratif qui fournissent à titre gratuit des repas à des personnes en difficulté ou des logements à ces mêmes personnes ou des soins gratuits et qui permet d'obtenir une réduction d'impôt mécénat, non pas de 66%, comme le prévoit l'article 200 du CGI, mais de 75%, dans une limite de 1 000 euros qui va être rehaussée, selon toute vraisemblance, à 2 000 euros. Donc il s'agit bien d'une mesure encourageante. En revanche, dans les mesures qui font grincer des dents le secteur de l'E2S, tout d'abord, c'est surtout la baisse significative de plusieurs budgets. Parmi ceux-ci, on trouve tout d'abord le budget de la mission sport, jeunesse et vie associative, qui passe de 1,5 milliard d'euros à 1,2 milliard d'euros, soit une baisse de 17,6%. Parmi ces missions, le programme jeunesse et vie associative subit quant à lui une réduction drastique puisqu'il passe de 848 millions d'euros à 627 millions, c'est-à-dire 26%. Le budget de la mission d'aide publique au développement qui passe de 4,4 milliards à 3,7 milliards, soit une baisse de 16%. Et enfin, la ligne budgétaire consacrée à l'E2S dans sa globalité passe de 26,7 millions d'euros à 12,3 millions, soit une baisse de 54%. Alors, ces coupes budgétaires risquent de encore compromettre la capacité d'action des associations sur le terrain, des associations qui ont été largement victimes qui sont largement fragilisées, pardon. Et surtout, pardon, j'ai oublié une mesure, c'est la suppression de l'exonération de la taxe d'apprentissage pour les organismes sans but lucratif, qui jusqu'alors étaient exonérés de la taxe d'apprentissage et qui, selon le projet de la finance, risque de rentrer dans le champ d'application, et ce qui va, une fois de plus, alourdir le budget de ces organismes. Voilà, le temps est défilant à toute vitesse. Je passe la parole à Kevin. Merci Rémi, merci pour ces précisions sur le projet de loi de finances. De mon côté, j'aborderai les dispositions du projet de loi de finances touchant à la taxe, à la fiscalité locale de manière générale, lors du webinaire du mois prochain. Mais aujourd'hui, j'aimerais aborder deux sujets, la taxe foncière et la taxe d'habitation. D'abord, pour la taxe foncière, vous avez dû, depuis le 28 août, recevoir vos avis de taxe foncière pour 2025, avec un paiement qui a été effectué il y a de ça une grosse semaine, donc qui était fixé au 20 octobre. Donc, si on passe à la slide suivante, on s'aperçoit que sur un avis de taxe foncière, on va pas avoir beaucoup d'informations pour savoir ce sur quoi on est imposé. Vous voyez, on a différentes parts avec des taux qui sont votés annuellement par les communes ou les syndicats de communes, les intercos, les EPCI, etc. Et en dessous, on va avoir une base d'imposition. Alors, sans rentrer dans le détail, cette base d'imposition correspond à la surface pondérée de vos locaux, à laquelle on applique un tarif dépendant de la catégorie dans le secteur de situation du local. Donc, c'est un calcul un peu savant pour en arriver à cette base d'imposition. Et donc, le constat à la lecture de ces avis de taxe foncière, comme pour les avis de taxe d'habitation, c'est que on a relativement peu d'informations sur la substance de l'imposition, ce sur quoi est fondée cette imposition. Et donc, le sujet qu'on voulait relever sur ce point, c'est que la taxe foncière acquittée en 2025 peut être contestée jusqu'au 31 décembre 2026. Donc, on a une prescription qui est relativement courte en matière de taxe foncière et de taxe d'habitation. Mais ça veut aussi dire que la taxe foncière payée en 2024 sera prescrite pour les réclamations au 31/12/2025. Donc, c'est assez important de s'intéresser à ces sujets-là dans ce laps de temps, puisqu'on a des sujets de prescription et on s'aperçoit au cours des missions qu'on effectue avec nos clients qu'il y a un certain nombre d'anomalies, et notamment en matière de taxes foncières et de taxes d'habitation. On sort d'une mission qu'on a effectué avec Véronique Marna, on a pu réduire une taxe foncière annuelle de 18 000 à 8 000 euros, et on a eu un gain à peu près équivalent de 10 000 euros sur une taxe d'habitation, donc ce qui porte le total de dégrèvement de la réclamation à 40 000 euros. Sachant qu'après, on a des mises à jour des bases d'imposition sur le futur. Donc, c'est important de s'intéresser à ces sujets un peu au compte-gouttes, je dirais, pour éviter de laisser traîner des surimpositions ou des risques qui sont la corollaire des opportunités.
En matière de taxes d'habitation, le projet de loi de finances, la loi de finances pour 2025 est venu restreindre le champ d'application de la taxe d'habitation de sorte que les associations, les OSBL sortent du champ de la taxe d'habitation. Donc en principe, euh, les locaux occupés par les associations ne sont plus redevables de la taxe foncière, de la taxe d'habitation, pardon. Peut-être que vous allez recevoir des avis de taxe d'habitation. En principe, ils ne sont pas dus, mais ça mérite de jeter un coup d'œil au fondement et aux raisons de l'envoi des avis de taxe d'habitation pour éventuellement identifier des opportunités de réclamation. Étant à noter que si vous avez reçu un avis de taxe d'habitation au titre de 2025, donc vous pourrez le contester jusqu'au 31 décembre 2026. En revanche, la taxe d'habitation acquittée en 2024, qui est censée être la dernière, ne pourra être contestée que jusqu'au 31 décembre 2025. Donc ça peut être intéressant dans ce laps de temps, avant que la taxe d'habitation ne soit potentiellement qu'un mauvais souvenir, de s'intéresser aux éventuelles possibilités de la contester, de revoir les bases d'imposition de vos établissements, notamment pour les locaux dont les montants de taxes foncières et ou de taxes d'habitation sont relativement significatifs, sans nécessairement parler de s'intéresser à l'ensemble des locaux de l'association. Ça peut être opportun de cibler, d'identifier certains locaux. Pour vous présenter rapidement les avis de taxes d'habitation sur la slide suivante, on va avoir une structure qui est relativement similaire à celle d'un avis de taxe foncière, à savoir une base d'imposition euh, qui a qui a une même base, qui est la valeur locative cadastrale, mais on va effectuer différentes opérations qui sont différentes de celles de la taxe foncière pour aboutir à la base d'imposition que vous voyez retranscrite ici, à laquelle on va appliquer différents taux en fonction de ce qui a été voté par la commune et les intercos éventuellement. Donc encore une fois, on a un avis d'imposition qui est relativement opaque et qui ne permet pas de déterminer les fondements de cette imposition. Donc ça peut être intéressant de s'intéresser à ces sujets-là. Et j'en ai Mais- terminé avec la fiscalité locale. Merci Kevin, merci à tous les quatre. Je vous donne rendez-vous le 27 novembre, le mois prochain, en live cette fois-ci, et on s'excuse une nouvelle fois pour le point technique, hein, qui ne vous a pas permis de vous connecter, mais donc vous allez recevoir l'intégralité du support et vous pourrez voilà, y reporter et écouter l'ensemble du webinaire, de ce webinaire du mois d'octobre. Merci à tous, très bon mois de novembre et je vous dis au 27 novembre. Merci, au revoir.